Bonjour et bienvenue dans le podcast. Pourquoi? Parce que le podcast qui donne la parole aux femmes a pour vocation de changer des trajectoires, d'inspirer, de partager, de transmettre. C'est vraiment l'ADN de ces rendez-vous. Et aujourd'hui, je suis ravie parce que j'ai face à moi une femme aux multiples facettes, au parcours impressionnant. Donc je t'avoue, Déborah, que j'étais très attentive à préparer ce podcast parce que tu as une telle palette de compétences, d'appétences qui m'ont un peu impressionnée. Mais je suis ravie parce qu'en fait, j'ai face à moi une femme d'une simplicité incroyable. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés lors d'un salon qui s'appelle Ose, Entreprendre féminin. Et tu étais à l'époque, tu avais animé une conférence pour nous partager ton parcours et tu dédicaçais un livre que tu avais sorti peu de temps auparavant, que j'ai terminé et dans lequel je me suis plongée. Donc je vous incite à celles qui nous écoutent de vous le procurer parce que le titre c'est Déployer sa vie comme un albatros. Tu nous expliqueras le pourquoi de ce livre. Alors, j'ai peur d'en oublier, mais tu es docteur en écologie, tu es exploratrice polaire, tu es conférencière à vocation d'impacter notamment les leaders qui ont un pouvoir de changer le monde. Et tu es depuis peu autrice d'un livre, tout ça en une seule femme, et tu es maman, mariée à un homme incroyable qui a été à tes côtés. Parce qu'on a souvent tendance à dire que derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes, mais toi, c'est l'inverse. Et c'est très inspirant aussi de voir que oui, c'est possible d'avoir son homme à ses côtés et d'être porté. Alors déjà, première question, tu as dit oui, sans filtre, à notre invitation. Qu'est-ce qui t'a parlé dans cette invitation de pourquoi parce que? Alors, déjà merci. J'ai le temps. J'ai longtemps été un peu, comme tout le monde, je crois, assez fière de mon agenda très rempli. Et là, j'essaye de faire l'inverse. Je suis assez fière de mon agenda qui se déremplit. Donc, je dis oui à des choses qui me paraissent justes. Et donc, qu'est-ce que j'ai senti chez vous? C'est beaucoup de passion. Vous deux, hein, beaucoup de passion, beaucoup de joie dans ce que vous faites, l'envie d'impacter et de faire les choses bien dans la durée. Donc, c'est une évidence que je dis oui. Parfait. Et c'est vrai que souvent on nous dit, est-ce que vous êtes une marque féministe? On est une marque qui a envie de donner sa juste place aux femmes et tu le décris très bien dans le livre. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Alors démarrons ce jeu des questions-réponses en toute spontanéité, hein. Tu n'as pas eu évidemment les questions avant parce que j'ai à cœur que ça sorte avec beaucoup d'émotion. Et comme la vocation de l'émission, c'est de transmettre, j'ai envie de partir de ce qui nous véhicule tout au long de notre vie, c'est-à-dire l'enfance, et de revenir à ton origine et à la Déborah enfant, avant les albatros, avant l'Antarctique, avant ces aventures incroyables. Qui était la petite fille Déborah? J'ai pas trop de souvenirs, à part ce qu'on m'a raconté, vraiment dans la petite enfance. Je sais que j'étais très curieuse. Genre, j'aimais bien embêter mon frère, Ouais, mon grand frère. Et surtout, je voulais tout comprendre, déjà. ok. Et donc, je passais beaucoup de temps dehors, même si mais personne n'était sensible à l'écologie autour de moi, hein. Je passais beaucoup de temps dehors à éplucher les plantes, à prendre des insectes sur moi, à attraper des lézards, des libellules. Et, euh, et ça m'a fascinée. Et puis après, à la télé, je combinais ça avec des enseignements théoriques de ce que je trouvais autour de moi. Donc, des documentaires, je mangeais tous les documentaires Ah ouais. accessibles. Et puis, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Quand on a eu le premier ordinateur à la maison et qu'on m'a offert l'encyclopédie Encarta 95 en CD-ROM, voilà, c'est comme si j'avais eu accès à la connaissance qui me manquait pour pouvoir relier ce que je voyais sur le terrain à ma petite échelle et ce qui se passait réellement dans le monde à l'international. Et là, waouh! Donc, j'avais fait à 10 ans la classification du vivant. J'avais reproduit la classification du vivant dans un mur de ma chambre. Ah oui, incroyable. Un Ouais, peu ouais. taré quand même. Bah, tu Ouais. avais ça dans ton ADN, en fait. C'était une Peut-être. vocation. Ouais, je pense que c'est une vocation. Et à l'adolescence, donc, toute cette appétence pour la connaissance, donc très vite, tu as su que tu allais aller vers des voies scientifiques. La science Oui, te paraissait le meilleur moteur.
Oui, alors en parallèle, je faisais beaucoup de danse, de la danse classique, du jazz à haut niveau. Et c'était aussi une façon pour mes parents de me mettre quelque part le mercredi et le samedi. euh, Parce qu'ils travaillaient beaucoup justement dans le prêt-à-porter. Mhm. Donc, moi, mon père, en fait, mon père vient d'une famille de migrants, hein. Ils étaient français, mais vivaient au Caire, en Égypte. Et ils ont été expulsés en une semaine quand il y a eu la crise du canal de Suez en 56. Et ma mère, elle est née en Algérie, en tant que française aussi. Et elle a aussi dû partir très vite je ne me rappelle plus exactement la date, mais dans les années 60, quand il y a eu la guerre d'Algérie. Donc eux, ils sont arrivés dans les quartiers nord. Ils ont redémarré de zéro, leurs parents. Et mon père a bossé dans le prêt-à-porter familial qui a commencé dans le placard de mes grands-parents dans les HLM des Rosiers, dans le 15e à Marseille. Ok. Et ma mère, donc sa mère était couturière et elle a bossé comme retoucheuse dans le magasin que mes grands-parents ont réussi à avoir, d'abord à Félix Piat, puis ensuite à la Cité Les Rosiers. Un magasin qu'ils ont fermé, ils ont fermé le rideau sans le vendre puisque les conditions se dégradaient beaucoup, pour avoir après 2 magasins dans le quartier des Rosiers, dans le... si je ne me trompe pas, c'est le 13e à Marseille. Et moi, j'ai grandi sous les tringles. Quand j'étais pas à la danse, j'étais dans le magasin. Donc, je commençais toute petite à conseiller les gens. Et ils m'ont surtout toujours dit, ne récupère pas le magasin, ne fais pas comme nous. Prends une autre voie. Ouais, parce qu'au final, mon père, il a pris cette voie alors qu'il rêvait de faire des études dans la finance. Et il a pris cette voie et il a, sans aucunement critiquer le monde du prêt-à-porter, hein, mais lui, il trouvait que ça un peu absurde de vendre des vêtements qui devenaient de moins en moins chers et aussi de plus en plus de vêtements à des personnes à qui il devait faire crédit pour qu'elles puissent les payer. Enfin, il trouvait ça vraiment absurde. Et ma mère, elle rêvait de faire autre chose. Elle rêvait de faire infirmière dans l'armée, aller sauver les gens sur le terrain, prendre des risques, se sentir vivante en faisant ça. Et puis elle a eu des enfants, elle a travaillé dans le magasin. Ouais. Et donc moi, au fond, ils m'ont toujours dit, enfin surtout mon père, hein, qui était la figure décisionnelle de la maison, il m'a toujours dit, prends la voie scientifique, c'est la voie royale, tu seras toujours à l'abri. Et puis au final, quand je suis arrivée à être spécialiste mondiale des albatros, il me disait... c'est bien ce que tu fais, hein, mais à quoi ça sert ? Ah oui, il avait besoin de comprendre ce parcours. Entre parenthèses, dans un monde capitaliste, qu'est-ce que tu apportes au système ? Rien, justement. Enfin, rien directement. Rien et beaucoup aussi. Et beaucoup autrement. Donc, moi, c'est des questions qui m'ont suivie un peu toute ma vie. Et donc, si je reviens un pas en arrière, quand j'étais... Je savais tout à fait que je voulais bosser avec les animaux, mais j'ai été assez mal orientée au collège. On me disait, on m'avait imprimé 3 fiches, tu peux faire jockey, vétérinaire ou nettoyeur de zoo. Et donc, j'ai fait un stage au collège, justement, chez un vétérinaire, et j'ai détesté. C'est pas ça. Parce que c'était les animaux au service, les animaux domestiqués au service des caprices des humains dans un monde urbain déconnecté du vivant. C'était pas toi. Pas du tout. C'est ce à quoi tu aspirais. Les stérilisations, les accidents de voiture, pas du tout. Et puis finalement, j'ai pris la voie de la fac de bio. Et ça a marché parce que j'ai harcelé les laboratoires attenants pour faire des stages. Et là, je suis allée sur le terrain, voir les espèces sauvages, et ça y est, j'ai trouvé ma voie. Et est-ce que tu as été confrontée, parce que dans le milieu scientifique, c'était déjà vrai quand tu étais au lycée, et ça allait encore, finalement, il y a peu de femmes dans ce milieu-là. Est-ce que tu as été confrontée à ce statut de femme ? Est-ce que tu as rencontré des difficultés, ou est-ce que c'est l'école qui, finalement, quelque part, parasite des carrières en mettant sur des rails, en donnant des fiches de poste déjà actées ? C'est une question qu'on m'a posée il y a une dizaine d'années et j'avais répondu, j'ai jamais eu de problème. Parce que je pense que j'ai des racines familiales solides qui n'ont jamais fait la différence entre les filles et les garçons. Et ça, vraiment, je les remercie. Et j'ai aussi un biais d'optimisme qui est aujourd'hui une force, hein, mais qui fait que je ne me focalise pas sur les trucs qui ne marchent pas. Je me focalise que sur les trucs qui vont bien. Et petit à petit, quand j'ai changé de carrière après, j'ai fait la liste de tout ce qui me plaisait plus dans le monde que j'avais laissé, dans la recherche, et de tout ce qui allait pas. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, on m'a quand même mis pas mal de bâtons dans les roues. Parce que tu étais une femme. Parce que j'étais une femme. Oui, tu le sentais pas sur le moment. Parce que j'étais non francophone, ou parce que j'étais pas en poste permanent, mais c'est lié. Et donc, aujourd'hui, je peux vous donner quelques exemples, hein. Même si c'est pas tout à fait vrai au final en biologie,
moi qui est ma section. Donc, dans la biologie, tu as plein de choses possibles que tu peux explorer. Moi, c'était l'écologie, donc l'étude des interactions entre les êtres vivants et l'environnement. Il s'avère qu'en biologie, on a quand même des mecs dans les postes décisionnels et on a beaucoup plus de femmes que d'hommes au départ dans les filières. Ok. Par rapport, et c'est pas du tout la même chose quand tu vas dans l'informatique, dans les maths, dans la physique, dans les sciences un peu plus dures. Et donc, j'ai entendu au fur et à mesure de ma carrière des dérives, par exemple sur le terrain. Quand tu pars sur le terrain, bah, tu as le chef et tu as les 3 petites étudiantes qui vont avec lui bosser. Bon, des fois, ça tourne pas très bien. Il y a eu, moi, la plus grosse dérive, et c'est un élément fort du bouquin et de ma carrière, et j'en parle dans toutes mes conférences, c'est que quand j'étais en Angleterre dans mon job de rêve, après ma thèse, j'ai travaillé comme une malade pour publier au plus haut niveau, et j'arrive avec un jeu de données suffisamment puissant sur les albatros et des techniques de modélisation mathématique suffisamment puissantes pour essayer de publier dans Nature. Et donc je lance, je dis je, même si on était à peu près 8 co-auteurs, mon boss en dernier auteur et moi l'auteur principal, celui qui fait tout en gros. Et là, donc, je suis en congé maternité à ce moment-là. Donc, à l'époque, en Angleterre, on avait 11 mois de congé maternité, ce qui est une chance. Ah oui. Mais ce qui est aussi une perte de temps dans la course une déconnexion, à la publication. Et moi, très carriériste, je ne voulais pas perdre cette course, puisque au plus tu publies à haut niveau, au plus tu peux avoir un poste permanent après. Donc là, je suis en passe de publier un article très qualitatif qui m'a pris 4 ans dans la revue Nature. Je le bosse pendant mon congé maternité et je l'envoie à la revue. Et là, ce qui se passe, c'est un processus décisionnel standard où tu as un éditeur qui choisit 3 reviewers qui sont anonymisés et qui donnent un avis sur l'article. Et donc, 1 mois plus tard, je reçois cette décision avec 3 reviews. La première qui a un tout petit paragraphe qui dit « c'est super ». J'avais jamais vu autant de compliments. La deuxième, c'est 6 pages de corrections mineures, des choses que je peux reprendre. Et la troisième, elle défonce le travail, de A à Z. Donc, elle met en péril ta publication. Elle ne met pas en péril. Elle donne la décision à l'éditeur de dire, prenant en compte ces 3 avis anonymes, le troisième est tellement négatif que, en gros, tu dégages. C'est pas publié dans Nature. Et moi, j'avais tellement les boules que j'ai lu beaucoup de fois la troisième. Et je me suis rendu compte que c'était mon directeur de thèse. Waouh. Et ouais. Mon Quelle directeur trahison de thèse dans un labo francophone, français, médaille d'argent du CNRS. Il a déjà plein d'articles, rien à prouver, quoi. Il est parti à la retraite maintenant, s'il m'entend, salut. Et j'ai eu une réaction, ce que j'appelle aujourd'hui réactive, au lieu de proactive. De colère, de... De dégoût, vraiment du dégoût. Puisqu'en plus, j'étais épuisée. Le petit ne dormait jamais, c'est vraiment dur. Et donc, c'est là que je suis rentrée dans un programme de leadership pour les femmes scientifiques, et c'est là que j'ai commencé à sortir un peu du système. Ce programme, il sortait d'Australie, et j'avais justement une étudiante australienne qui travaillait de chez moi pendant mon congé maths. Elle me disait, Déborah, tu es en train d'allaiter en faisant tourner des modèles mathématiques sur 3 ordi différents. Il faut que tu candidates à ce programme de leadership pour les femmes scientifiques. Sa vocation, c'est de former 1000 femmes scientifiques en 10 ans à changer le monde. Et là, je dis, oh, ça a l'air cool. Puis moi, en plus, j'en ai un peu marre. Je vais voir. Et donc, pendant 1 an, j'ai suivi plein de tests, plein de coaching, des projets à faire entre nous avec 80 femmes de 16 pays différents. Et c'était la première fois, au final, que j'avais une relation humaine et pas juste productive. Ouais. Parce qu'au final, les jeunes dans la recherche, on est des usines à publier pour les carrières de... Donc, vous êtes coupés de la relation à l'autre, en fait, la tête dans vos travaux, la tête dans les données complètement. ou dans les labos. Et le but, c'est publier. Et du coup, c'est un peu inhumain. Et sur donc, à la fin de ces 1 an, on partait sur un bateau avec 80 femmes scientifiques. J'étais la seule française. On était 5 de moins de 30 ans. Et là, je me prends une grosse baffe. Les regards bienveillants des autres femmes, les commentaires qu'elles faisaient, alors qu'elles ne me connaissaient pas. En 5 minutes, elles m'avaient cerné ma personnalité, alors que moi, je ne l'avais pas encore comprise. Et elles me disaient, mais tu es super enthousiaste, tu as des capacités en communication, tu es hyper déterminée, et tu as des compétences scientifiques, tu ne te rends pas compte de ce qu'elles peuvent apporter à la société. Ah bah non. Eh ben, barre-toi. Et tu touchais du doigt, en fait, ce que nous, on aime apporter haut et fort, c'est cette fameuse sororité. Je suis convaincue que quand les femmes sont à un haut niveau, qu'elles n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit, elles n'ont qu'une soif, en fait, c'est s'élever les unes les autres. Finalement, cette trahison de ton maître de thèse,
Sur le moment, tu l'as pas vécu évidemment comme un cadeau, mais ça a été un moment de bascule. C'est ça, sauf que moi j'ai eu une approche réactive, alors que j'ai appris plus tard l'approche proactive que je prône aujourd'hui. Et que donc l'approche proactive, ça aurait été de dire, attendez, j'ai 2 avis positifs sur 3, je vais discuter avec l'éditeur, avec l'avis de mon boss, on leur demande un 4e avis. Et il aurait probablement été positif. Ça aurait été... Mais prise par les émotions, par le jugement sur moi-même, par la peur, par le dégoût de la réaction de l'autre, j'ai eu une approche réactive. Je suis allée chialer dans le bureau de mon boss qui m'a dit c'est pas grave, lui qui a 15 étudiants, tu reformates et t'envoies à Science. Ce qui m'a pris 3 mois. Science a dit non direct. C'est pas grave, tu reformates et t'envoies à PNAS. Ce qui m'a pris 3 mois. À la fin, je pouvais plus blairer l'article et finalement, c'est passé, mais j'étais même plus contente. Ah ouais, tu étais épuisée en fait. Épuisée du truc, je pouvais plus le voir. Donc, Et tu parlais de ces 80 femmes donc parties sur un bateau. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de propre du coup à cette concentration d'esprit féminin lors de cette rencontre? Pourquoi déjà j'ai besoin de comprendre pourquoi cette expérience quelque part scientifique que de mettre 80 femmes scientifiques de haut vol dans un même endroit. C'était quoi l'intention en fait? Alors les fondatrices, donc c'est 2 Australiennes, une scientifique qui bosse en Antarctique et une experte en leadership assez visionnaire. Et ça part d'un rêve. De cette experte en leadership, un jour, elle rêve qu'elle met des femmes sur un bateau et qu'elle les aide à changer le monde. Et parce que c'est vrai que les données sont là. C'est un point de vue, mais il y a quand même des preuves que le leadership féminin, il serait différent. Il serait plus tourné vers le long terme, plus ouvert aux émotions, plus ouvert à l'écoute. Des choses que moi, j'avais jamais connues au final. Et en plus, si tu permets à des femmes scientifiques d'être leaders, elles peuvent, je rentre dans l'art, contrairement à la politique, avoir des sources relativement fiables, en tout cas pour baser les prises de décision. Une approche un peu, vraiment basée sur les faits. Basée sur les faits, mais aussi les émotions. Et c'est ça la force des femmes leaders, c'est de pouvoir avoir les deux, d'être à l'écoute pour prendre des décisions à long terme. C'est un peu l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui, quoi. Où on met des pansements rapides, il fait chaud, allumer la clim, basta. Et là, moi, ce que j'ai ressenti, c'était pour la première fois vraiment une population de personnes qui me comprennent et qui me portent, plutôt que de me dire ce que je dois faire pour être à leur service. Ce qui est très masculin, ça. Hein. Mais c'est tout le système qui est pensé comme ça. Et si on revient en arrière, je pense à Darwin, que j'ai beaucoup étudié, que j'aime beaucoup, qui parle de... Que tu cites dans ton livre, d'ailleurs. Survival of the fittest, la survie du plus apte à continuer de survivre et de se reproduire dans un environnement changeant, qui a été ensuite traduit par d'autres personnes par la survie du plus fort, le plus compétitif, et c'est le système cartésien compétitif, purement 100% rationnel, où tout fonctionne comme une machine, où on sépare les émotions du reste, qui a été au dominant jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je ne me rendais pas compte que j'étais là-dedans et qu'en sortant, on pouvait apporter des choses autres au monde. Et c'est ce que cette expédition féminine m'a apporté. Moi, je n'étais pas particulièrement féministe, même si en fait je l'étais, si on prend la définition féministe que j'aime, qui est vouloir l'égalité des droits et des devoirs entre les hommes et les femmes. Ouais. Tout simplement. Donc en fait, on l'est tous ici dans cette salle. Exactement. C'est vraiment être à sa juste place. On ne peut y arriver qu'avec les hommes à nos côtés et pas se mettre les uns à combattre les autres et rebondir sur ce que disait Darwin, en fait, le combat du plus fort toujours, alors que c'est l'alchimie des deux qui fait la richesse du monde. Comment aujourd'hui, je reviens à la science quand même comme arme de transformation, parce que c'est vrai que par rapport, tu parlais des politiques, on se sent quand on est simple citoyen complètement démuni en fait, et cette soif du pouvoir, du toujours plus, pour autant, on n'a jamais été aussi à l'affût de ce qui peut être au service de notre évolution et de la sauvegarde de notre... Alors, on dit sauver la planète, c'est une aberration parce que la planète, elle n'a pas besoin de nous, en fait. C'est sauver notre espèce. Mais pour autant, on a envie de continuer à exister. Tu es l'incarnation aussi parce que tu as décidé d'être maman.
à une période où c'est intéressant, enfin intéressant et parfois un peu angoissant d'entendre toutes ces jeunes femmes aujourd'hui qui décident de ne pas avoir d'enfants. Comment la science aujourd'hui, elle peut nous permettre de sauver notre espèce? Ouh là là. On a 3 heures devant nous. Non, mais qu'on ait quand même cette source d'espoir. Ouais. Et Bon, déjà, je vais repartir de la deuxième partie de la question. Sauver notre espèce. Je dis souvent en conférence, après avoir apporté quelques arguments sur les crises d'extinction de la biodiversité du passé, le fait qu'on rentre dans la 6e, que cette 6e, elle a 2 différences avec les précédentes, c'est qu'elle est due uniquement à l'espèce humaine, contrairement à d'autres fois où ça a été des facteurs astronomiques qui sont arrivés, qui ont eu des conséquences en chaîne. Et la deuxième différence, c'est qu'elle est probablement 100 fois plus rapide que les précédentes. Donc, les espèces qui vivent longtemps, comme les albatros, comme les humains, vont avoir d'autant plus de mal à s'adapter à ces changements extrêmement rapides. Survival of the fittest. Et là, les fittest, c'est les plus rapides. okay. Donc, on peut avoir une rapidité assistée par la technologie, mais ça, c'est un autre débat et ça a des conséquences, ça aggrave encore plus la crise d'extinction à l'origine, puisqu'on va prélever d'autres matériaux, puisqu'on va utiliser de la chaleur. Oui, c'est un cercle infernal. C'est un cercle infernal. Donc, à ce moment-là, moi, je leur dis, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment sauver la planète ? Non, parce que la planète existe depuis 4,5 milliards d'années, la vie depuis quasiment 4 milliards d'années, et elle a toujours su s'adapter à des changements environnementaux, y compris colossaux. Donc, c'est quoi qu'il faut sauver ? C'est nous, notre espèce humaine, si on pense que ça vaut la peine. et si on se sauve à nous, comment on fait ? Eh ben, on préserve un maximum de biodiversité, parce que la biodiversité, c'est le socle de fonctionnement de la planète. Et c'est ça que j'explique dans le bouquin avec tous les encadrés. C'est comment vous voulez qu'on agisse correctement dans le monde aujourd'hui si on ne comprend pas comment elle fonctionne, notre planète ? Ne serait-ce que les circulations atmosphériques qui fait qu'on retrouve les polluants, les retardateurs de flammes qu'on a sur cette table devant nous, on les retrouve dans le sang des albatros en Antarctique. Qui sont pourtant, pour nous, pauvres citoyens, loin de tout. On se dit, mais ils ne sont pas impactés. Et la boîte de thon qu'on s'ouvre pour le pique-nique à la plage ce soir, elle a tué potentiellement des albatros dans les palangres qui cherchent à les pêcher. En haute mer, qui est régie par des lois qui ne sont pas du tout à la hauteur. Donc, il y a tout est lié. Et donc, au final, si on veut se sauver, il faut sauver la biodiversité. Et au plus on la sauve, enfin, pas la sauver, mais au plus on en préserve un maximum, au plus on se garantit la qualité de vie qu'on a eue jusqu'à présent. Et c'est là que la science a tout son sens, en fait. Et là, moi, ce que j'aime bien, et c'est comme... la science a tout son sens parce qu'elle apporte les faits. Les faits, et c'est pas forcément la vérité, hein, parce que tu peux tourner des statistiques dans un sens ou dans l'autre. Il faut faire attention aussi comment tu présentes les graphiques qui peuvent faire passer des messages complètement variés. D'où l'importance de comparer les sources, de l'approche scientifique où tu restes en permanence attentif à la potentielle vérité de la source. Donc tout ça, c'est des choses que j'apporte aujourd'hui aussi dans un programme en ligne pour permettre aux gens de s'informer scientifiquement sans tomber dans la crédulité de tout ce qu'on reçoit. Bon, ça c'était la deuxième partie de la question. La première partie de la question, c'était quoi déjà ? Je te demandais comment la science peut permettre de... Donc là, je prône 2 choses, l'approche basée sur les faits et l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit de te dire, attends, je reçois une information. Première question, qui est-ce qui la donne ? Deuxième question, c'est la personne qui la donne, c'est quoi sa façon de penser, la source au final ? Est-ce que je peux accéder à la source originelle ? Donc l'article scientifique en général ou le rapport d'une institution. Est-ce que c'est pas un point de vue avec un point de vue politique porté par le média qui donne cette source ? Oui, probablement, puisque le média, il transmet l'information, mais il a forcément un parti pris, comme le scientifique d'ailleurs. Et après, je vais comparer avec une autre source, peut-être d'un parti différent, pour me faire un avis. Pour avoir une objectivité en fait de l'information et arriver à la traiter avec ton prisme aussi qui te définit. Mais là où ça devient rigolo, c'est que chacune de mes conférences, je les commence par un quiz. Je spoil, hein. Un quiz où tout le monde croit qu'il fait juste et il fait faux. Et quand tu le fais en live devant 1000 personnes
qui votent sur les téléphones. Tu vois l'histogramme, donc ils ont la preuve qu'ils font tous faux. Mais ils croient qu'ils font tout juste jusqu'à ce que je débriefe. Je fais les 5 questions, puis je débriefe. Et ils font tout faux. Et donc, pourtant, c'est des personnes éduquées, cultivées, potentiellement intéressées par ces sujets. C'est des questions qui nous concernent tous sur le fonctionnement du monde. Avec 3 propositions, donc c'est un QCM, c'est pas hyper dur. Et là, quand je demande en toute authenticité à lever la main dans la salle s'ils pensaient qu'ils faisaient juste, la plupart des gens lèvent la main. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai basé aujourd'hui mes réflexions sur le leadership pour changer les choses. C'est comment tu veux qu'on change les choses si les gens ils ont des informations fausses et qu'ils croient qu'elles sont vraies. Tu peux pas modifier. Ou alors, tu prends le système différemment. Au lieu de faire comme les scientifiques qui ont fait depuis les années 70, de balancer les faits catastrophiques les uns sur les autres, ça ne fait pas changer les gens. Ça fait 30 ans qu'on essaye, il faut faire autrement aujourd'hui. Donc moi, mon approche maintenant, ça a été de prendre les choses complètement dans l'autre sens. Premièrement, sur un ton de l'humour, montrer qu'on a des gros biais et apprendre à naviguer tous ces paradoxes. Comment tu veux être écolo dans un monde qui ne l'est pas du tout ? Tu ne peux pas avoir cette pureté, c'est pas possible. Donc, comment tu fais pour faire le mieux que tu peux en étant conscient des choix que tu fais et pourquoi tu les fais, basés sur les faits. Et à partir de là, et ça c'est le premier point cardinal de ma boussole, la méthode signature que je développe partout, et après tu peux bosser sur le reste. Et alors, parle-nous de cet albatros que tu, comme métaphore du leadership. Moi, franchement, on ne peut pas résumer ton livre, il faut vraiment s'y plonger. Mais quel oiseau incroyable. Honnêtement, avant de te rencontrer, j'avais pas du tout d'avis sur l'albatros. Et quand on apprend à découvrir cet animal et surtout la métaphore et le parallèle que tu fais avec ce monde tellement tumultueux moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et je leur dis, mais on a des vents contraires de tout azimut et il faut continuer à avancer. Et cet albatros est très inspirant. Donc, dis-nous comment tu l'utilises, cet albatros. Alors, au départ, c'était purement un modèle biologique avec les meilleures données scientifiques du monde, les meilleures données de capture, marquage, recapture, pour faire des modèles mathématiques, pour expliquer pourquoi ils disparaissent. Au départ, c'était purement ça. Mais au tout début de ma thèse, quand j'ai commencé à bosser sur les albatros en 2009, hier, il y a 15 ans, non, 17, j'ai eu la chance d'embarquer avec l'Institut polaire français sur le Marion Dufresne qui part dans les terres australes et antarctiques françaises. Et là, on prend une grosse tempête, tout le monde a la gerbe, le bateau se vide, enfin, tu vois, les gens ils disparaissent. Et moi, je dois bosser avec les autres ornithos au pont, donc en haut, à l'avant, avec les jumelles pour compter les oiseaux. Et je savais que je venais de commencer une thèse sur les albatros, mais j'en avais jamais vu. Et je savais que les autres dans le labo, ils me considéraient pas comme les leurs, puisque j'avais pas fait mon baptême du froid. T'avais pas rencontré. Et donc là, je suis sur le pont, et le livre, il commence sur ça. Et je vois pour la première fois un albatros, et je sais même pas comment le dire. J'ai pleuré, enfin, j'étais extrêmement touchée par la grâce de cet animal immense, alors que les éléments se déchaînent autour. Et lui, il passe devant toi impassible. Alors que toi, sous l'effet du mal de mer, t'en viens à un point où tu as envie de mourir à un moment donné. Et lui, il est imperturbable. Il est parfaitement adapté. Et j'adore ça. Donc j'ai ressenti quelque chose de très fort dans mon corps, puis paf, j'ai débranché et j'ai continué à bosser avec ma tête, Publish or Perish, jusqu'à Cambridge, 5 ans, où je me prends ce scud de Nature et je décide de tout quitter après le programme de leadership des femmes. Et là, au final, je suis devenue maman, et c'est ça qui me reconnecte à mon corps. En Angleterre, on te propose de faire un accouchement naturel, beaucoup plus naturellement qu'en France. J'ai accouché de la deuxième en France, c'était la cata, dans le monde naturel. Et je me suis sentie tellement forte, tellement connectée aux autres animaux qui accouchent de manière naturelle, sans se poser de questions en fait. Et aussi aux autres femmes qui accouchent de manière naturelle dans le monde parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de faire comme ça. Et là, ça a été très très fort. Et je me suis dit, je suis un animal comme les autres et mes instincts, ils sont arrivés. J'ai écouté mes instincts alors que je ne les écoutais pas avant. Puisque au final, la science, ça a aussi des revers, c'est que ça te pousse dans le tout rationnel. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue, moi, entrepreneur dans la foulée, en écoutant mon intuition, en travaillant avec toute une équipe de femmes, en montant un nouveau projet. Le fameux Airship.
Sisters. Sisters. C'est ça. Alors, je te coupe parce que avant qu'on aille sur ce projet de leadership au féminin, ça m'interpelle parce que tu dis le fait d'avoir accouché, d'être accompagnée en Angleterre, d'avoir cette possibilité d'accoucher comme la nature le veut. C'est presque paradoxal par rapport à ton parcours scientifique et aujourd'hui la science avec les péridurales, l'accompagnement, la surmachination pour faire de cet acte qui nous connecte en fait à notre corps quelque chose où moi j'ai eu la joie, je suis maman de 3 enfants, j'ai vécu en effet l'accouchement, alors pas comme tu as pu le vivre sereinement en Angleterre, mais quand même naturellement et assisté. Est-ce qu'à un moment donné, cette science qui est là aussi pour nous accompagner au mieux, elle ne nous déconnecte pas de... On essaye de tout contrôler. Et c'est une erreur, selon moi. Et aujourd'hui, dans certains pays, tu as 90% de péridurale parce qu'au moins, tu es tranquille, tu arrives telle date, on t'ouvre le ventre, on te sort, basta. Il n'y a plus rien de naturel. Le chirurgien, il prend un bon chèque et il n'y a plus rien de naturel. Pour moi, la nature aura toujours raison sur la science et aussi sur la technologie. Donc, et c'est ça d'ailleurs le problème qui fait qu'on arrive dans une extinction de masse aujourd'hui, c'est qu'on a considéré depuis la révolution industrielle que les ressources sont infinies. Donc, on a tout contrôlé comme si l'entreprise fonctionnait comme une machine, comme si l'individu humain, et même l'animal encore plus, fonctionnait comme une machine et tu pouvais lui dire fais ci, fais ça et tu vas gagner bien ta vie donc tu seras heureux. Non, on voit bien que ça ne marche pas. Et là, maintenant qu'on touche des polycrises, des crises de partout, donc une polycrise, on est dans la tempête. Et on commence à toucher du doigt et du cœur qu'on ne va pas pouvoir vivre comme avant, en contrôlant tout. Et c'est là que les albatros y reviennent. C'est qu'eux, ils naviguent les tempêtes en permanence. Mais ils ont une façon de vivre, une façon de se relier à la nature qui leur permet ça. Et nous, on l'a oublié. Et donc, c'était une évidence que j'y revienne. Et c'est mes clients qui m'ont dit, mais raconte-nous un peu plus sur les albatros, ou même des personnes avec qui j'étais en clash entrepreneurial, qui m'ont dit, mais tu peux pas faire revenir un peu à là où tu es vraiment doué. Un jour, je me suis pris ça dans la gueule. Et en tant que chef d'entreprise, ça fait pas plaisir. Mais merci aussi à cette personne, parce qu'au final, ça m'a ouvert les yeux. Donc, Earthship Sisters, né, raconte-nous, parce que ça, c'est intéressant aussi. J'imagine que des femmes qui nous écoutent ont envie d'entreprendre. Ça a été quoi le pourquoi de ce projet ? Viscéral. En fait, je viens de rentrer d'Antarctique avec toutes les femmes, j'ai quitté la recherche, je suis enceinte de la 2e. Et je reçois un message LinkedIn d'une nana, ancienne mannequin, capitaine de bateau, qui vient de finir une expédition qu'elle a montée, elle, de femmes scientifiques à la voile. Et elle me dit, je vois que toi, tu viens de rentrer d'une expédition aussi de femmes scientifiques, viens, on fait un truc ensemble. Et là, on se met 0 barrière. On pond un projet, donc Earthship Sisters, où tu as à la fois un incubateur pour aider les femmes en transition professionnelle à créer des projets à impact pour elles et à impact pour le monde, positif, parce que négatif, c'est facile. Deuxièmement, des expéditions à la voile de sensibilisation qui mettent en avant leurs projets. Et troisièmement, un organisme de formation à la voile pour que justement l'ambition des projets qu'elle crée, elle soit suffisamment forte pour répondre aux problèmes de société. Et là, la voile, elle te révèle le leadership en 2 secondes. C'est les masques qui tombent, la communication, elle se précise, parce que tu es face à la nature comme un albatros. Mais à l'époque, moi, je ne parlais plus du tout des albatros pendant longtemps. Ça a duré 6 ans. La personne avec qui j'étais associée, au bout d'1 an, elle s'en va, par mail. Bon, c'était pas super fun. Ouais. Mais donc, je commence à vivre les difficultés entrepreneuriales. Là, je récupère la marque, je récupère tout toute seule. Le Covid frappe, je commence à investir des sous-perso pour payer des gens, pour déposer les dossiers de subvention pour l'année d'après. Et puis, vous voyez, tu commences à t'enliser. Au final, ça dure 6 ans. On accompagne 3 promos d'environ 15 femmes sur des programmes de 9 mois. Donc, c'est assez long, assez engageant, à complètement changer leur vie. Et on se retrouve avec une équipe de 20 personnes. Mais une équipe de 20 personnes où c'est pas tout le monde salarié dans un bureau parce qu'on n'a pas les moyens. Donc tu as des services civiques, des alternants, des contrats comment ça s'appelle ? C'est pas CIFRE, c'est ardent.
des Erasmus Young Entrepreneurs, des personnes en mécénat de compétences. Ah oui, tu jongles avec tous les dispositifs et quelques possibles. CDI que j'étais extrêmement fière de créer. Et donc, une usine à gaz, parce qu'en plus, on avait un double modèle juridique. En plus de ces modèles RH, on avait double modèle juridique, une association qui est l'actionnaire unique d'une SAS pour pouvoir toucher les financements de toutes parts. Des revenus privés en mécénat ou en sponsoring, des fonds publics, mais qui limite nous coûtaient plus cher à déposer qu'à recevoir, et les femmes qui payent pour entrer dans le programme. Et là, c'était très beau. On a vécu des moments extrêmement forts, aussi bien avec les personnes de l'équipe qui sont des gens très engagés sur les deux sujets, féminisme et écologie, donc avec des désaccords parfois sur le niveau d'engagement à prendre. Et avec les sisters qui devaient prendre des décisions fortes pour leur vie personnelle et professionnelle. Et des moments extrêmement difficiles, où les sisters se rebellent alors qu'elles n'ont pas fait les exercices, qu'elles en sont qu'au début du programme, où il y a des accidents de travail pendant qu'on est dans la tempête à la voile, où il y a même un AVC de la directrice générale sous la pression financière du travail. Et là, je me dis, mais attends, j'ai l'impression de faire plus de mal que de bien au final. Oui, de déchaîner la tempête de tous les éléments. Ouais, et puis le projet, il est trop complexe. Il y a certaines personnes qui sont là pour faire de la voile, certaines personnes qui sont là pour vraiment porter leur projet, certaines personnes qui sont là, ne savent pas pourquoi. Et ça ne marche pas. Donc, il a fallu me rendre à l'évidence qu'il fallait que je ferme. Et donc là, vas-y pour déconstruire proprement les choses. Et c'est là que je me suis pris dans la tête, pourquoi tu ne te concentres pas sur les trucs où tu es forte ? Reviens. Et en même temps, moi, comme je me payais que 3/4 du SMIC en tant que présidente de tout ça, je travaillais en parallèle avec les 2 enfants en bas âge. Donc vas-y, 3 sociétés, 2 enfants en bas âge, et je ne sais pas combien d'heures je faisais, mais à la fois passionnelle et drivée par l'urgence de sauver la planète, entre guillemets, de sauver la biodiversité. Donc, je commençais à faire des conférences, à travailler à l'APM, à faire des ateliers pour les chefs d'entreprise, pour les managers. Et petit à petit, je voyais ma méthode émerger et cette envie qu'ils avaient de revenir aux albatros. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais trop prise à côté. Et donc, quand j'ai fermé, je me suis posée et je me suis dit, bon... et en tant que dirigeante, tu n'as droit à rien d'ailleurs, c'est ce qui est dégueulasse. Ah oui, ça c'est un vaste sujet. Je me suis posée et je me suis dit, bon... Maintenant, qui je suis, si je ne suis plus la cofondatrice d'Heurship Sisters, même si il restait que moi depuis 5 ans, je vais écrire un bouquin où je reviens aux albatros. Et c'est là que je me suis reconnectée à tous les articles scientifiques, à toute la symbolique. Moi, j'adore travailler sur la symbolique, les métaphores, qu'on faisait déjà à la voile, mais que là, viennent des albatros. Et puis après, le cours en ligne où, pour les personnes qui sont engagées aujourd'hui, j'apporte 18 heures de vidéos avec tout ce que je sais. Sur le fonctionnement, sur la posture qu'on peut avoir en tant que leader d'envergure. C'est ton programme, la boussole pour leadership d'envergure, c'est ça pour leader ? Au final, aujourd'hui, j'ai la méthode, la boussole des leaders d'envergure, qui est le fruit de toutes mes recherches indépendantes et via ce qu'on avait fait dans Heurship Sisters depuis 10 ans que j'ai quitté la recherche. Et je la dérive en conférences plénières, en journée d'animation pour les clubs de dirigeants et de managers, et en programme en ligne pour les gens déjà engagés qui cherchent à trouver leur cap d'impact dans le bordel qu'est le monde aujourd'hui. C'est pas proprement adressé aux femmes, ce programme. Non, mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent. Alors justement, revenons par rapport au statut de femme. Tu as accompagné ces fameuses sisters, tu as eu ton expérience de parcours scientifique. Si tu devais, avec ton parcours riche de pro, de maman, de femme engagée et qui tu l'incarnes, tu as une mission de vie et tu lâches pas l'affaire, quelles que soient les tempêtes que tu rencontres. Qu'est-ce que tu as observé chez les femmes que tu as accompagnées qui fait que souvent elles sont freinées, qui vont pas freiner forcément l'homme en fait? Il y a des gros problèmes de confiance en soi au départ. Alors que il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai longtemps eu affichée. Women must do. Les femmes doivent travailler 2 fois plus dur pour arriver au même niveau que les hommes. Heureusement, c'est pas très difficile. Messieurs. C'est encore vrai aujourd'hui. En fait, moi, j'ai rien contre les hommes. Je trouve qu'au contraire, moi, j'ai vécu des problèmes de sororité dans Heurship Sisters. J'ai vu les forces de la sororité et j'ai vu les dérives. Vraiment, très fortes.
Donc, j'en suis revenue à ce qui est important dans la nature, puisque la nature, selon moi, a toujours raison, c'est la diversité. Au plus tu as de la diversité, au plus tu vas y arriver Et tu crées de la être richesse. résilient. Tu vas être résilient par rapport à tout ce qui peut se passer. Et donc, quand les femmes aujourd'hui, elles ont été dures, et c'est ce que tu disais en introduction, hein, c'est qu'elles n'ont pas des bases solides, des problèmes de confiance en elles, des peurs qui sont parfois justifiées parce qu'elles doivent se démerder toutes seules pour faire des choses parce que, pardon, parce que souvent elles ne sont pas soutenues. Et c'est en ça que je remercie beaucoup mon mari dans le bouquin, c'est que et il a pas de souci à me laisser être libre. Il n'a pas de souci à me laisser être libre. Il a compris ce qui était important pour moi et c'est ma mission de vie et je fonce là-dedans. Et lui, il me dit toujours, allez, vas-y. Ouais, j'ai cette chance aussi d'avoir un mari que je regarde, qui est là, mais qui écoute, mais c'est une force incroyable. Alors, justement, qu'est-ce qui peut libérer une femme de tous ces freins? Est-ce que c'est l'amour? Alors, l'amour universel, oui. C'est de s'écouter, son corps. C'est de se forcer à ne pas douter de soi. Fake it till you make it. C'est de se détacher des personnes toxiques le plus tôt possible. Et des personnes toxiques, ça peut être juste un conjoint qui te dit « Ah non, fais pas ça, il vaudrait mieux que tu te concentres sur les enfants. » Enfin, des choses qui ne lui permettent pas d'aller dans sa mission de vie. Et c'est d'aller chercher sa mission de vie et de la tenir coûte que coûte. Et le programme, il peut faire ça. Dans ton parcours, est-ce que j'aime aussi, puisqu'on est dans l'inspiration, ton parcours est source d'inspiration bien évidemment, mais j'imagine qu'il y a des femmes qui t'ont particulièrement impactée. Est-ce que tu pourrais nous partager? Je travaille pas mal en ce moment sur ma lignée maternelle, la lignée féminine de ma famille. Et c'est vrai que j'ai du côté de mon père, des tantes, ma grand-mère qui m'ont énormément inspirée. Ma grand-mère qui m'a raconté qu'elle a avorté, alors que c'était interdit à l'époque, dans les années 50, quelques temps avant qu'il soit expulsé d'Égypte, parce que comme si elle avait senti, tu vois. Mes tantes qui sont extrêmement optimistes et qui m'ont transmis cette valeur d'optimisme que je prône aujourd'hui pour justement aider à agir plutôt que de stigmatiser, culpabiliser les gens. Leur montrer l'espoir qu'on peut avoir, vers où on voudrait aller, le devoir d'optimisme même. Et puis du côté de ma mère, de voir les galères aussi, de quand tu t'écrases, quand tu ne révèles pas ton potentiel, ça ressort dans des problèmes de santé corporelle. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment du potentiel raté, de l'envergure. Donc, tu as pris tous ces éléments pour en faire Voilà, pour moi, je nourrir. suis ça et je suis en permanence en train d'apprendre, de me remettre en question, mais sans me sacrifier, ni me culpabiliser, te flageller. Ni me flageller, voilà. Ouais. Ok, tu en fais une force fais ce que je peux. Et pas une faiblesse, du coup. Je fais ce que je peux et ça marche parce que je n'ai pas peur de montrer ma vulnérabilité. Alors, justement, la transition à la dernière partie du podcast, c'est cette fameuse transmission. Qu'est-ce que tu as envie de laisser à Nathan, à Gaïa, aux femmes, au monde, hein, puisque tu es... c'est quoi la voix que tu portes en ce moment, particulièrement? Alors, je rebondis encore une fois sur ce livre parce que je suis femme, parce que je suis maman, parce que je suis citoyenne, parce qu'on se sent entrepreneur, et parce que parfois, bien évidemment, on a envie de baisser les bras parce qu'on se dit comment on va pouvoir y arriver. Et ce livre, je l'ai clôturé en ayant une force, en disant c'est possible. Donc tu m'as insufflé beaucoup d'énergie avec ce livre et beaucoup d'espoir. Donc c'est quoi la voix que tu portes en ce moment? Elle est très claire. C'est marrant, parce que j'ai eu 40 ans là, il y a quelques jours. Et ça faisait à peu près 2 ans que je me préparais psychologiquement pour me dire attends, comment tu veux? J'ai l'impression que ma vie elle est finie. J'ai tout fait. J'ai fait ma famille, j'ai fait mes études, j'ai fait mes preuves dans une première carrière scientifique, mes preuves dans une deuxième carrière entrepreneuriale. Aujourd'hui, je suis conférencière, je fais mes preuves aussi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire les 40 prochaines années? Et alors? Et donc, ma conclusion, ça a été et c'est la punchline de la nouvelle marque que j'ai créée moi aussi, qui s'appelle Leader d'envergure, où je concilie
mon passé de scientifique avec donc spécialiste des albatros, l'oiseau qui a la plus grande envergure du monde, avec mon passé d'experte et mon présent d'experte en leadership, les deux ensemble. Et donc la tagline, c'est « incarner pour impacter ». Ça part de l'intérieur. Regardez vraiment qui vous êtes, qui que vous soyez. Et je pars du principe que n'importe qui peut être un leader et avoir de l'impact. À son échelle, selon ses valeurs, en fonction de ce qu'il ou elle veut. Vraiment. Donc, incarner pour impacter, c'est-à-dire être pleinement soi-même, oser montrer qui on est, ses forces, ses faiblesses. Ses forces aussi, parce que beaucoup de femmes, elles ont du mal à montrer leurs forces. Quand je fais des exercices dans le programme Leader d'envergure, là, je leur demande c'est quoi vos forces, c'est quoi vos talents, c'est quoi vos alliés, c'est quoi vos moyens, c'est quoi vos formes d'intelligence. Et ben, ça a du mal à sortir parfois. Et tout ça, pourtant, ça représente le socle de tous les exercices d'écologie intérieure qu'on développe. Il y en a 20 en tout qu'on développe dans ce programme. Donc en fait, moi, ce que je veux laisser aux gens, dans les différentes choses que j'apporte, y compris en interne à mon cocon familial, c'est ce souffle d'optimisme. C'est une force que j'ai. Une autre force, c'est de simplifier la complexité. Moi, j'adore, je me documente à fond et je continue et j'adore ça. Et justement, je la rends compréhensible et fun pour les gens. Et aujourd'hui, ce que je laisse, c'est ce livre, c'est des possibilités de venir en conférence dans les entreprises, dans les collectivités. Et c'est un programme en ligne où il y a tout ce que j'ai envie de dire au monde, mais pas que brut comme ça, froid. Il y a aussi une communauté en parallèle pour mettre de l'humanité là-dedans. C'est ça que je laisse. Et sans se porter aussi, parce qu'en effet, seul, on n'y arrive pas. Donc, c'est impossible. Dans un monde complexe qui part en vrille, il ne peut y avoir que l'intelligence collective qui apporte des solutions. Qu'est-ce que tu dirais à la femme qui écoute là et qui doute, qui hésite? Tu le disais très bien, je pense qu'on a, nous les femmes, beaucoup plus le syndrome de l'imposteur que l'homme, qu'on est pleine de fragilité, mais c'est aussi notre force. Pourquoi? Parce qu'on a choisi le coquelicot comme emblème, parce que c'est une fleur qui est tellement fragile et pour autant tellement forte parce que capable de pousser entre deux pavés dès l'instant où le milieu est sain. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme qui écoute et qui doute malgré tout ce souffle d'énergie que tu nous partages? Alors, c'est très simple, ça me vient direct et ça fait le lien avec ce que vous faites. C'est pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Fais la liste. Comme j'avais fait moi quand je devais accoucher naturellement en Angleterre, on m'avait dit fais la liste de tes peurs. Et en les listant, en prenant le temps de vraiment décomposer qu'est-ce que c'est. Tu peux dire, tu as peur de souffrir, tu as peur que le bébé il meure, tu as peur que ton conjoint il reste pas avec toi, tu as peur que ton corps il change, tu as peur du système de santé que tu connais pas, tu as peur d'un milliard de choses. Décompose tout et mets en face par quoi tu peux le résoudre. Et en réalité, en décomposant, on se rend compte qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et c'est justement, je conclus en disant que c'est toi qui choisis si tu veux avoir une approche réactive ou proactive. Si tu veux décider de te faire bouffer par tes peurs, et maintenant que tu en as fait la liste, tu les vois bien, ou si tu décides au contraire de te soulever, même si tu n'as pas eu confiance en toi au départ, même si on ne t'a pas aidé, même si, en fait, il y a plein de gens qui pourraient te tirer vers le haut, donc va vers eux, et ça va te permettre de dézinguer tes peurs plus efficacement. Les peurs, on en a, il faut juste, souvent j'entends, elles sont saines, il faut apprendre à les apprivoiser, on vit avec, mais comme tu dis, et à partir du moment où on les a listées, les connaître. Et dans le monde naturel, la peur, c'est ce qui nous permet de survivre. Aussi. Et là, c'est une vraie question aujourd'hui. Une femme à qui tu voudrais passer le flambeau dans l'émission, que tu aimerais écouter et qui aurait des choses à nous partager? Il y a quelqu'un qui m'est venu, je pense à Virginia Dosk, qui se lance là aujourd'hui avec un vrai talent, une vraie mission de vie sur la santé bleue. Et explique la santé bleue, c'est comment la mer nous soigne, la mer, l'eau nous soigne. D'accord, ouais. Donc ça, vu un peu le bordel du monde, ça vaut le coup de se pencher sur ça. Lui offrir ça fait prendre partie la voie. des solutions. Moi, j'en ai marre qu'on décrive toujours les problèmes. Il y a plein de solutions, parlons des solutions. Alors, on va terminer par le jeu du pourquoi. L'idée, c'est juste des réponses rapides. Évidemment, pourquoi l'albatros? Parce que c'est... J'ai deux niveaux. Parce que c'est l'animal qui a le meilleur jeu de données au monde. Ça, c'est d'un point de vue scientifique. Et parce que les métaphores, elles sont extraordinaires. Pourquoi avoir de l'audace aujourd'hui plus que hier est nécessaire?
Parce que sinon, la vie, elle n'est pas marrante. Pourquoi maintenant? Parce qu'on est à une époque charnière de l'humanité et on a beaucoup de chance de vivre ce moment. Autant être acteur que passif. Pourquoi espérer? Parce que si on broie du noir, ça va vraiment être très chiant. Alors, on a aussi le jeu en amont. On a à cœur, avec Pourquoi Parce que, de porter des messages qui reflètent qui l'on est et les valeurs qu'on a envie de partager. Et la vocation, c'est vraiment de créer du lien. Tu le disais en introduction, tu es issu de ton papa qui était dans le textile. Et nous, on avait à cœur que ce textile qu'on porte ait du sens et surtout créer des conversations. Je vous ai fait fi du choix qui a été laborieux. Elle avait plein de... Mais tu as choisi... pourquoi je vais être une voix? Parce que je suis libre. Est-ce que tu peux juste nous partager ce choix? Qu'est-ce qui t'a... L'albatros est un symbole de liberté. Et on m'a dit récemment, enfin, depuis que j'incarne ça beaucoup plus fort, on m'a dit plein de fois que je ressemble à un albatros dans mes mouvements, dans mes prises de parole. Et justement, c'est le mot voix aussi qui m'a plu, c'est qu'aujourd'hui, je suis une voix. Il faut que je l'assume, et je l'assume. Et il faut que je le disperse le plus possible, parce que je suis une voix positive qui fait du bien aux gens. Donc, Eh bien, écoute, merci beaucoup, Déborah, de nous avoir donné ta voix. Et je suis sûre d'impacter plein d'autres personnes qui vont écouter cette émission. Je vous rappelle simplement que pour continuer à nous suivre, vous pouvez vous abonner à la chaîne Pourquoi Parce que, cliquez sur la petite cloche qui vous permettra évidemment d'avoir l'actualité des nouveaux épisodes et partager parce que je pense que Déborah, il faut que ta voix soit entendue par le monde entier et pas que les femmes, bien au-delà. Oui, merci. T'es trop forte. Merci, j'ai pas eu grand-chose à dire, hein. J'ai adoré.